Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Guadeloupe Actualité. Nouveau rebondissement pour la Cabana Beach. Moins de 24 heures après la démolition du restaurant, le propriétaire dépose un recours contre l'État et une plainte contre les gendarmes. Alors son avocate, maître Gladys Démocrite, a répondu à nos questions. Reportage d'Olivier Félix. Monsieur Semar va bien. Il est au combat. Il est très déçu de ce qui a pu se passer, mais il sait qu'il faut continuer à se battre. Or, je l'ai appris par voie de presse. Monsieur Semar aussi l'a appris par voie de presse. Mais l'objectif caché de cette condamnation, c'est pas les 2 mois de prison ferme, qui sont déjà conséquents. C'est surtout l'interdiction définitive d'exercer l'activité qu'il exerce. Et donc, il s'agit là de l'empêcher de pouvoir continuer à faire vivre sa famille et de faire vivre aussi 30 familles, puisqu'il avait plus de 30 salariés. Le plus grave, c'est que une famille a été agressée. Il s'agit à la fois de monsieur Semar, qui a déposé plainte. Madame Semar aussi a déposé plainte. Elle a de nombreux hématomes sur le corps, des plaies. Ces gendarmes qui étaient armés jusqu'aux dents ont chargé sur des personnes qui n'étaient pas armées et qui étaient en présence de leurs enfants. Or, aujourd'hui, c'est eux qui sont mis en garde à vue pour des violences. Alors, des violences qu'il faudra caractériser. Moi, je n'ai pas vu d'image. On nous parle de beaucoup de vidéos, mais je n'ai vu aucune image de ces violences. Par contre, les marques sur le corps de Madame Semar et les douleurs de Monsieur Semar, elles sont bien réelles. Pour nous, cette démolition, elle est illégale. D'abord, les autorités qui se sont présentées, préfets, sous-préfets, ainsi que les autorités des forces de l'ordre, n'ont présenté aucune décision de justice justifiant la démolition. Donc, quand le préfet vient devant les médias et dit qu'il s'appuie sur 2 décisions, une administrative, une correctionnelle, la décision correctionnelle ne concerne pas ce qui était bâti et ce qui était détruit hier, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une histoire de date. La décision du tribunal correctionnel s'intéresse à ce qui est bâti à partir de 2018 et les éléments mobiles ont été bâtis en 2017, donc ça ne le concerne pas. Et la décision administrative annule le fait qu'on ait demandé à monsieur Semar de quitter les lieux. Donc, cette démolition, elle est illégale. Les 3 sont toujours en garde à vue pour les mêmes faits, rébellion et violence sur les gendarmes, sachant qu'il y a eu, alors il faut le dire quand même, ils ont fait venir 186 gendarmes sur place, 2 voitures blindées, des hélicoptères, des embarcations. Je ne vois pas comment, avec la violence que l'on a en Guadeloupe, il n'y a pas une meilleure manière de pouvoir utiliser tout ce personnel de force de l'ordre. Mais ça montre bien qu'en réalité, notre sécurité, ça n'est pas le problème du préfet ni des autorités judiciaires, sinon elles n'auraient pas mobilisé autant de gendarmes pour simplement démolir le Cabana Beach. Par contre, le maintien de l'ordre, selon ce qu'il dit, le maintien de leur ordre à eux, c'est ça qui compte. Et c'est très grave que nous, les Guadeloupéens, nous soyons traités de cette façon-là. C'est scandaleux et inadmissible. Vous pouvez évidemment retrouver l'intégralité de cette interview sur nos réseaux sociaux. Direction Basse-Terre à la cour d'appel, l'heure est à l'alerte. Une conférence réunissant magistrats, forces de l'ordre et acteurs du terrain ont tiré la sonnette d'alarme. Les armes circulent, les drogues aussi. Les plus jeunes y ont désormais facilement accès. Il est urgent d'agir en martelant en tout cas les intervenants, soulignant l'impératif de prévention et d'engagement collectif. Tout de suite, les images de Charlie Dagonia. Bien sûr que ça nous inquiète et les juges des enfants sous le contrôle de Monsieur le Premier Président l'ont souligné. Il y a une aggravation très significative de la délinquance et de la criminalité des mineurs. On a de plus en plus de mineurs
qui sont impliqués dans des affaires de meurtre ou de tentatives de meurtre, que ce soit sur Saint-Martin ou sur la Guadeloupe continentale. Les armes circulent partout. Elles sont extrêmement faciles à acheter, elles ne sont pas chères, 500-600 €. Et on a effectivement des jeunes gens de 13, 14, 15 ans qui ont à la ceinture des pistolets 9 mm et qui, au regard de leur immaturité, de leur impulsivité et parfois aussi de l'usage de produits stupéfiants, tirent très vite et tuent. Ce que constatent les juges d'instruction du ressort, c'est justement ce rajeunissement en fait des passages à l'acte, avec des mineurs qui sont de leur avis fascinés un peu par ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux, sur les écrans. Et comme ils peuvent se procurer rapidement des armes, comme les gangs sont valorisés, en fait, c'est quasiment irrésistible. Or, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est la Guadeloupe de demain. Et donc, il faut être extrêmement réactif, vigilant pour enrayer ce phénomène. Les juges d'enfants sont sur le pont, les juges d'instruction aussi. Et dans l'alerte que nous voulons porter avec le procureur général, c'est précisément ce rajeunissement qui est une source d'une grande inquiétude. Il faut renforcer les moyens d'investigation, renforcer les moyens de la justice, mais pas que, changer de mentalité et tous s'emparer en fait d'un sujet qui nous concerne tous. Vous savez qu'on porte en plus des sujets répressifs, le procureur général, l'idée d'une open justice, à une justice qui est plus tournée vers les Guadeloupéens. On communique de manière différente. Tout ça participe de maillage qui doit nous permettre d'enrayer ce qui se passe. On a parlé des armes, de l'armement des mineurs, mais à partir du moment où les armes sont facilement accessibles, on peut aussi avoir une dynamique de peur, avec des personnes pour se protéger qui vont prendre des armes, et d'avoir une spirale infernale qui pourrait nous amener sur des chemins dangereux. On n'en est pas là. On est simplement un point de bascule, et c'est pour ça qu'avec le procureur général, nous avons souhaité faire cette conférence de presse. Il faut qu'on ait un sursaut républicain, de manière à enrayer quelque chose qui n'est pas admissible pour les Guadeloupéens. En général, on arrive à récupérer plus de 200 armes chaque année, mais pour répondre à la question de votre confrère sur le message fort à adresser à la société guadeloupéenne, en complémentarité de ce que disait Monsieur le Premier Président, moi c'est 3 mots: il est temps. Ce sera trop tard ensuite, il est temps. C'est maintenant ou jamais. Lutter contre l'obésité infantile dès aujourd'hui, Petit-Bourg accueillait le lancement du dispositif de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique en Guadeloupe. Un nouveau dispositif pour mieux prévenir et accompagner les enfants en surpoids avec l'implication des professionnels de santé. Image de Nicolas Hachi. Aujourd'hui, nous recevons l'ensemble des partenaires de la santé, de la coordination en santé. Et qui dit partenaire de la coordination en santé, c'est du milieu sanitaire, social et médico-social. Et il est important pour nous de travailler ensemble. Nous le faisons déjà depuis tantôt, depuis un peu plus de 6 mois, dès lors qu'on nous a confié le dispositif. L'idée, c'est de bien comprendre le périmètre d'intervention de chacun, connaître chaque acteur, connaître également les enfants et savoir où est-ce qu'ils se situent dans la gradation de la prise en charge, de manière à ce que nous apportons en termes d'expertise, la meilleure des prises en charge pour ces enfants, des prises en soins. Et que nous mettions également un certain nombre d'acteurs auprès et en lien avec le médecin traitant, le pédiatre, pour que ces enfants, avec leur famille, soient dans une approche engageante, dans une démarche de santé, et cela sur le long terme. C'est une très très grande avancée aujourd'hui d'avoir l'inauguration d'un DIPOP. Alors qu'est-ce qu'un DIPOP? C'est un dispositif de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique. Il va concerner la Guadeloupe continentale, mais également toutes les dépendances, les îles du Nord, les îles du Sud. L'obésité, c'est une maladie chronique et c'est une maladie complexe. Le dispositif va proposer une prise en charge pour les enfants sur une durée d'à peu près 1 an renouvelable une fois, donc une durée de 2 ans, comme le recommande la Haute Autorité de Santé dans la prise en charge de l'obésité et du surpoids. En revanche, l'un des objectifs du DIPOP, c'est d'assurer la prévention également. Et dans cet objectif de prévention, on va devoir proposer une continuité du parcours, même au-delà du dispositif, de façon à ce que justement les repères qu'on aura fournis, les améliorations se poursuivent longtemps. Nous n'agissons pas seuls, nous agissons avec plusieurs acteurs. Et notre slogan aujourd'hui, c'est acteurs, agissons
ensemble. Et c'est vraiment ensemble, avec les familles, avec les chefs d'édilité, avec les élus, avec les institutions, avec les partenaires, avec l'ensemble des acteurs et professionnels de santé que nous avançons sur ce projet de prise en soin de ces enfants et d'accompagnement et de suivi de ces enfants. Nous allons former les acteurs, nous allons coopérer sur la démarche de prise en charge, nous allons la structurer, nous allons mettre en place des actions de prévention, nous allons animer des programmes et des commissions, nous allons mettre l'ensemble des outils à disposition de toutes les parties pour que tout un chacun, nous agissons ensemble. Un dialogue social qui progresse. Le syndicat des travailleurs des produits pétroliers de Guadeloupe met en avant les résultats positifs obtenus à l'issue d'un travail mené avec les salariés, le syndicat, les partenaires et la 4S Antilles. Des avancées concrètes pour améliorer les conditions de la filière. Image de Charlie Dagonia. Eh bien, franchement, c'était en très bonne négociation puisque nous déjà avisé, et qu'elle nous demandait la direction 4S Antilles de prendre toute responsabilité, est-ce qu'elle portait réponse bonne ou assis les 10 points de plateforme de contestation qu'elle nous posait. Donc, Jodelin nous épluchait les points, puisqu'en cas rappelé, patron antérieur là, nous demandait contrer, il était fait nous pas, ok, nous que contre nous, mais venir arriver effectivement à fin de mandature à responsabilité à chef d'entreprise, qui fait qu'il a basculé les camarades assis 4S Antilles. Et c'est là qu'elle nous m'a décontré pour nous passer éplucher les points. Pendant la réunion, on a pu aborder tous les points qui ont été listés. Donc tout a été abordé. Des avancées sont en projet. On va travailler de notre côté. Le syndicat avec les salariés va aussi travailler de son côté. Et puis on va trouver une façon d'avancer, mais on n'a pas de blocage qui serait incohérent avec l'activité. Voilà, on a vu que tout était dans les règles, dans la loi. Après, il y a toujours une possibilité de progrès. Et puis on travaille ensemble dans ce sens, dans le respect, et pour faire avancer la situation. Très serein, parce que l'Union en face en nous, en direction quand même que lui aussi, il soucie des situations de personnel. Donc, il travaille tous les moyens à ce que les problèmes réglés. Bien évidemment, nous avancé à 7 points, 10, et qu'arrêter 3 points en suspens, parce que c'est une entreprise qui sortirait pas. Bien évidemment, économiquement, ça pas trop fort, mais il faut engager à fond d'études. Nous croyons pas une étude Bayo, plus ou moins, pour nous voyer Bayo, en projet de travail, assez effectivement l'ancienneté, la prime Civeso et la prime 3/8. Donc, il y a d'accord à traiter, mais il faut nous laisser au Tibretan et nous valider au Tibretan et nous que revenons cessamment sous peu de manière à ce que les projets que nous présentons, nous que valider. On n'a pas de données de délai précis. On prend le temps de travailler sereinement. Mais on est dans le moyen terme. Nous avons un état d'esprit de dialogue social dans un pays où là le temps est difficile, donc il n'est pas question pour nous de user les procédés antérieurs, mais de réactualiser notre méthode de fonctionnement, notre méthode d'analyse, qui va permettre nous d'avancer dans le contexte que nous avons. Et c'est ça qu'elle nous a commandé, c'est ça qu'elle nous a précisé. Adapter nos logements de demain. La quinzaine de l'habitat et de l'énergie est lancée. Une cérémonie d'ouverture pour rappeler les défis à venir. Vieillissement de la population, amélioration du confort, accessibilité bien sûr. Pendant 15 jours, des infos pratiques pour mieux anticiper, penser l'habitat de demain. Un reportage de Charlie Dagonia. Alors, l'objectif de la quinzaine de l'habitat et de l'énergie, c'est de pouvoir justement porter une information dans le domaine du logement, donc notamment de l'amélioration de l'habitat, des aides, donc en lien avec les différents partenaires à la population et singulièrement donc les habitants de la Carle. Vous savez qu'un constat qui est fait en Guadeloupe, c'est que nous avons une population qui vieillit de plus en plus. C'est tant mieux. Mais il faut que nous puissions adapter le logement au vieillissement de la population. Et le professeur Tabulé, qui est un grand gériatre en Guadeloupe et qui exerce aussi en Martinique, a mené une étude en démontrant que nos personnes âgées vieillissaient beaucoup mieux chez elles. L'idée pour nous, c'est de voir comment
avec les bailleurs sociaux, les partenaires sociaux, les collectivités majeures, comment nous pouvons venir en aide à cette population-là. Vous savez que je suis moi-même conseiller départemental et le conseil départemental, dans le cadre de l'adaptation du cadre de vie, a fait un effort considérable concernant l'enveloppe budgétaire, puisque c'est aujourd'hui 10 millions d'euros. Et la CAL, à travers l'initiative du président Tonton, entend aussi porter sa contribution. Aujourd'hui, on constate qu'en fait, il y a énormément d'aides et d'interlocuteurs en fait pour accompagner les administrés. Donc l'objectif, c'est de pouvoir rassembler justement les informations durant 15 jours. Donc dans le cadre de stands d'information, villages d'information, de webinaires aussi, et donc que toute cette information-là puisse être apportée donc à la population. Et aujourd'hui, donc c'est l'ouverture, donc avec un thème qui concerne beaucoup la population, c'est l'adaptation justement du logement au vieillissement de la population. Chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice, parce que chacun, on a une partie de la solution, mais ce n'est qu'ensemble qu'on pourra faire émerger des résidences adaptées à notre public. Et ils sont nombreux. C'est vraiment la génération d'aujourd'hui, la génération de demain, et c'est toute notre population aujourd'hui qui doit vivre dans un environnement dans lequel elle puisse continuer à évoluer, continuer à vivre, à faire des activités, à se déplacer, à rencontrer des gens, à connaître des moments conviviaux, pouvoir participer, pouvoir faire du sport, pouvoir participer à des manifestations culturelles. Et aujourd'hui, cette capacité à être, à vivre, elle n'est pas possible pour une partie de la population. Et ça, l'isolement, c'est la mort à petit feu. Que mangent nos enfants à l'école? Au Gosier, parents, élus et diététiciens se sont réunis pour parler des repas scolaires, équilibre nutritionnel, portions, menus végétariens. Les enfants, eux aussi, ont eu leur mot à dire. Parmi leurs idées, proposer un goûter 100% fruits une fois par semaine qui sera mis en place dès l'année prochaine. Image de Nicolas Hachi. On est aujourd'hui à l'école Germaine Lantin, c'est nous à côté de la diététicienne. C'est un peu pour expliquer aux parents comment ça se passe à la cantine, les grammages, les portions, pour qu'ils puissent comprendre un peu le fonctionnement de la cantine à l'école, enfin dans les écoles du Gosier, pardon. Souvent les parents posent la question peut-être pourquoi les portions ne sont pas assez grosses, pourquoi mon enfant il dit qu'il a faim plus tard, des choses comme ça. Donc la diététicienne explique un peu les portions, les normes aussi, parce qu'il y a des normes, c'est pas aléatoirement fait. Donc voilà pourquoi ce soir on est là. Dans le cadre de la politique de développement de la ville du Gosier, donc j'interviens afin de justement aider les parents dans leur questionnement par rapport à la cuisine scolaire. C'est-à-dire qu'au Gosier, nous avons comme objectif de favoriser une alimentation locale et de proximité et de permettre aux parents d'équilibrer également leur repas par rapport à ce qu'on va donner à leurs enfants. Un repas équilibré, c'est vraiment apporter à l'enfant tout ce qu'il aura besoin pour sa croissance. Donc quand je dis tout ce qu'il aura besoin pour sa croissance, c'est-à-dire des fibres, donc avec des légumes, soit en entrée et en plat principal. Au Gosier, on en met à chaque repas des féculents, de la viande et également un produit laitier. Sachant que nous, au Gosier, nous avons déjà instauré les menus véganes. Donc les enfants du Gosier mangent au moins 2 fois par semaine, comme nous l'impose la réglementation, 2 repas avec 0 protéines animales. C'est une problématique pour les parents, surtout que nous sommes de bons mangeurs de viande aux Antilles, on va pas se le cacher. Oui, c'est une vraie problématique pour les parents, puisque c'est quand même nouveau pour nous, sachant qu'avant, dans les années 50 par là, nos grands-parents avaient déjà l'habitude de manger sans viande, mais nous, à l'heure de la modernité, nous avons perdu cette habitude. Et les parents pourraient penser que leurs enfants seront en carence, mais pas du tout. Toutes les études le montrent qu'en ayant une alimentation variée, équilibrée, où on peut de temps en temps ne pas avoir de protéines, cela ne pose aucune difficulté. Pour les goûters de 16 heures, en fait, on va proposer des biscuits, des gâteaux, des choses comme ça, pour être, on va dire, plus au niveau des normes d'hygiène. Donc oui, compte tenu de la demande des enfants, nous allons, dès l'année prochaine, nous atteler à ce que nous puissions proposer au moins une fois dans la semaine un goûter avec des fruits aux enfants de la ville du Gosier. Ça s'est bien passé, on a eu les réponses à nos questions. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de parents, parce que beaucoup de parents se posent la question comment mangent nos enfants, la portion, mais là on n'a pas vu beaucoup de parents, c'est bien dommage. Pour ma part, j'ai pas de problème avec mes filles, elles mangent très bien, et puis voilà.
Faire entendre les voix créoles. Du XVIIe au XXe siècle, les voix créoles résonnent dans un nouvel ouvrage collectif présenté en Guadeloupe, une exploration culturelle et artistique de territoires marqués par la colonisation où différentes approches théoriques se croisent pour mieux comprendre la pluralité des récits. Tout de suite, les images de Solène Fèvre. L'ouvrage s'appelle Voix créoles, avec pour sous-titre « Dire, entendre et faire entendre les voix créoles aux Antilles du XVIIe au XXe siècle ». C'est une dimension à la fois plurielle dans les approches, c'est-à-dire qu'il y a des approches pluridisciplinaires. On a des collègues qui sont spécialistes de questions religieuses, de linguistique, d'anthropologie, d'histoire, de musique, de civilisation américaine et portoricaine. Et puis il y a une approche plurielle sur la période, puisqu'on couvre la période de la colonisation, mais on va aussi après la décolonisation, avec la départementalisation pour la Guadeloupe, et plus largement les territoires d'outre-mer aujourd'hui, puisqu'on envisage notamment la Réunion. Quand on parcourt l'ouvrage, on se rend compte que le nègre s'adapte, mais de manière assez astucieuse finalement. C'est-à-dire qu'il fait tout pour s'élever, il comprend qu'il faut jouer le jeu du colon, il faut s'approprier sa langue, il faut s'approprier sa religion. La langue du petit nègre était une façon pour eux de transcender finalement une période, une destinée, si vous voulez, qu'il aurait imposée, mais qu'ils vont s'approprier et qu'ils vont finalement transcender. Je pense que c'est important que les habitants de la Guadeloupe se réapproprient leur histoire et qu'on laisse un petit peu la parole, alors à la fois des spécialistes, mais aussi à ce qu'on appelle des voix un peu mineures, donc des voix d'esclaves, des voix d'Amérindiens, des voix de religieux, c'est-à-dire ceux à qui l'histoire n'a pas toujours laissé la place. Donc ça, c'était vraiment volontaire. Faire entendre à des gens de Guadeloupe une petite part de leur histoire, parce qu'évidemment c'est pas un ouvrage évidemment exhaustif, ça n'aurait pas de sens, mais aussi leur faire entendre leur histoire à travers la Guadeloupe, mais aussi la Caraïbe, puisqu'on couvre une petite partie des États-Unis. On voit que les États-Unis, qui sont pourtant des frères d'histoire, d'esclavage, de problématiques similaires, sont souvent mis de côté, alors que nous avons ce pont-là, d'ailleurs que nous faisons de notre mieux pour établir justement dans cet ouvrage. Il y a ce pont historique, ce pont de problématiques esclavagistes, linguistiques aussi, notamment effectivement, vous l'avez dit, dans l'état de la Louisiane, que l'on rencontre et qui sont tout à fait similaires. Alors je ne vois vraiment pas le créole à travers cet ouvrage comme étant une victime, mais plutôt un marron, quelqu'un qui réussit finalement toujours à s'échapper et à se libérer des contraintes, des codes du maître. Le Nord Basse-Terre en vitrine ce week-end. De Dé à Sainte-Rose, la CANBT a organisé sa manifestation destination Nord Basse-Terre pour valoriser bien sûr les atouts touristiques de demain. Un village artisanal, des animations, des présentations et notamment celui du bateau engagé pour le Traditour était au programme. Tout de suite, les images d'Olivier Félix et de Vianney Valverde. Aujourd'hui, nous avons une double action. C'est l'ouverture du village artisanal. Nous avons eu l'occasion de l'inaugurer il y a quelques semaines. Et là, c'est l'ouverture. Tous les commerçants, les artisans sont présents avec d'autres exposants. On a voulu mettre en avant tout un panel d'activités et de produits touristiques. Donc, on avait des agrotransformateurs, on avait des partenaires tels que les distilleries qui étaient à nos côtés. L'engouement est là, les papas sont là, les familles sont là. Donc, l'idée, c'était vraiment ça, de pouvoir mettre en avant l'aspect famille, un moment convivial, familial. Et effectivement, la population est au rendez-vous. Deuxième opération, c'est la présentation du bateau de l'Office du tourisme et de la CNBT qui va participer au Traditour. Notre satisfaction, c'est que au-delà d'accueillir des étapes, mais cette année, nous aurons notre propre bateau et qui sera un support de communication pour la CNBT. Nous sommes à la première édition du Grand Prix de voile du Nord Basse-Terre, organisé par l'Office du tourisme du Nord Basse-Terre en collaboration avec la CNBT. Et effectivement, ils ne sont pas arrivés premiers, mais on va dire que le soleil, il porte les couleurs du soleil. Et effectivement, aujourd'hui, il y avait une intensité qui était un peu plus basse, mais je promets que pour les prochaines manifestations, en tous les cas autour de la voile, ils seront les premiers. Mais bon, dans le sport, il arrive des fois que nous ayons des petites difficultés. Ils ont eu des difficultés aujourd'hui, donc il faut les encourager. Ils ont tenu la course, ils sont arrivés, ils sont partis, ils sont arrivés. Donc du coup, c'est une belle fierté pour l'Office du tourisme Nord Basse-Terre et c'est une belle fierté pour les couleurs du Nord Basse-Terre. Et en tous les cas, on continue à travailler, on continuera à les accompagner tout au long du processus sportif dans lequel ils se sont engagés.
suite. Aujourd'hui, ça s'est passé très mal. On a pris une bonne douche froide. C'est une grosse piqûre, le rappel avant le tradito. Et on est déçus. Mais comme je le dis toujours, dans la vie, il ne faut jamais blâmer une contrariété. On a commis des erreurs. On sait ce qui s'est passé. Le point positif, malgré tout, c'est qu'on a continué à travailler en équipe. Il y avait de la cohésion à bord, donc on va se servir de la piqûre de rappel pour faire ce qu'il y a à faire et pour atteindre les objectifs au tradito. 19e congrès des élus de Guadeloupe, débattre de l'évolution institutionnelle et statutaire de la Guadeloupe. Nous partons en direction de Basse-Terre pour la conférence de presse à l'issue de ce congrès. Tout de suite, on retrouve nos équipes avec le président du conseil départemental. Alors, Monsieur le Président, 4 résolutions, s'il faut synthétiser pour les Guadeloupéens, que dire? C'est une très grande satisfaction. Au-delà du vote des résolutions, il faut se rappeler 2 choses. Aujourd'hui, nous avons une représentativité plus grande. Il y avait beaucoup plus de congressistes, de membres du Congrès présents que lors du dernier Congrès. Première chose. Mais deuxième chose, ces résolutions ont été votées sans aucune opposition. Il y a eu 2 abstentions, mais où il y a eu donc des contributions même pour les abstentionnistes. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, ces résolutions vont permettre que, dorénavant, nous soyons dans cette démarche, dans cette évolution institutionnelle et statutaire. Les 2 assemblées doivent voter dans les mêmes termes ces résolutions et ensuite qui constitueront l'avant-projet de loi organique qui sera adressé au gouvernement, qui sera adressé au président de la République. Alors c'est vrai qu'on vous a reproché d'aller trop vite et est-ce que vous avez le sentiment que cette population ne serait pas prête ou que ce sont les élus qui ne sont pas prêts? Certains élus. Il faut dire que certains élus étaient dans une stratégie purement personnelle de la posture, puisque comment dire que nous allons trop vite quand les mêmes personnes ont participé à tous les travaux de la commission ad hoc. Vous avez entendu le professeur Mérillon, il a dit qu'il y avait déjà une proposition en termes d'évolution institutionnelle depuis 1958. Nous sommes en 2025. Comment dire qu'on va trop vite? Aujourd'hui, c'était le 19e congrès. Comment dire qu'on va trop vite? Et dans mes propos introductifs, je disais, il ne faut plus laisser la place à la peur, mais à l'action. Et aujourd'hui, c'est un engagement fort, un engagement historique que les congressistes ont pu prendre pour la Guadeloupe, pour le devenir de la Guadeloupe. Non, nous avons suffisamment consulté la population, 125 auditions, 1000 propositions, 15 webinaires, 15 réunions, différents forums citoyens. Mais ce que nous allons, c'est poursuivre dans cette démarche. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.